Je propose de sortir notre hôpital de la marchandisation grâce au paiement à la population. Le diagnostic sous-jacent, c'est que nous avons abandonné notre hôpital public aujourd'hui en France. Par exemple, sur les 20 dernières années, nous avons perdu 100 000 lits. En janvier 2021, paradoxalement, nous avions moins de lits de réanimation qu'en mars 2020, en dépit de la pandémie. Tout ceci est absolument un non-sens du point de vue de la qualité du système sanitaire français, qui était l'un des meilleurs du monde au début du siècle et qui aujourd'hui a régressé considérablement dans l'échelle de valorisation des systèmes sanitaires nationaux. Pour ce faire, il faut mettre fin à la tarification à l'acte dans l'hôpital, qui consiste à considérer un patient comme une marchandise privée dont il faudrait maximiser la rentabilité. Ceci conduit en fait à la maltraitance des patients, et j'en sais quelque chose pour avoir moi-même travaillé comme aide-soignant dans un hôpital public. Ce faisant, il faut pouvoir faire en sorte que les crédits publics accordés aux hôpitaux dépendent de la qualité et de la quantité des soins accordés par ces hôpitaux à la population qu'ils servent. Donc on met fin à la tarification à l'acte pour mettre en place une tarification en fonction des patients. Cette réforme de l'hôpital public français doit pouvoir s'inscrire dans une réforme plus profonde de l'ensemble de notre système sanitaire, au terme de laquelle nous devons mettre le médecin généraliste au centre du système, de manière que ce soit lui qui soit le premier interlocuteur de chaque patient, qui soit en capacité de poser un diagnostic global, synthétique sur ce patient qu'il connaît, et soit en capacité ensuite d'orienter ce patient vers les meilleurs spécialistes, de manière à désengorger nos urgences et à faire en sorte que les 10% des patients français qui ont vraiment besoin de l'hôpital soient orientés ultimement vers l'hôpital. La deuxième proposition que j'aimerais soumettre à la délibération et au débat démocratique en France pour cette élection présidentielle concerne l'enseignement secondaire et supérieur. Le diagnostic sous-jacent, c'est que la reconstruction écologique de notre pays, de notre continent, et à vrai dire de l'ensemble des sociétés de notre planète, c'est pas simplement une affaire, disons, de jardinage et de compost et de recyclage de nos déchets. C'est aussi une transformation radicale, extrêmement profonde, de l'ensemble de nos représentations, de manière que la vision que nous pouvons avoir d'une société bas carbone, d'une société avec une faible empreinte matérielle en 2050, que cette vision devienne désirable. Or pour ça, il faut modifier nos représentations, ce qui suppose de transformer la manière dont nous enseignons à la future génération. Ce que je propose par conséquent, c'est que nous fassions une refonte de nos programmes d'enseignement secondaire et supérieur, de manière à y mettre au cœur, quelle que soit la discipline, la question de la reconstruction écologique. Puisque celle-ci, finalement, c'est pas simplement montrer à nos enfants comment ils vont pouvoir faire de la permaculture ou bien comment on va pouvoir demain faire du photovoltaïque organique, mais c'est aussi les aider à comprendre les enjeux géopolitiques des transformations qui vont affecter notre planète dans les années qui viennent. Par exemple aussi les mécanismes financiers qui sont à l'origine, en partie d'ailleurs, de la crise écologique, etc. Alors, il y a un travail de cette nature qui a déjà été effectué, c'est le manuel de la grande transition, publié par les Liens qui libèrent, sous la direction de Cécile Renoir, Christophe Goupil, quelques autres amis auxquels j'ai contribué, et qui pourrait servir de base à une refonte de nos programmes. Cette refonte doit s'accompagner, à mon sens, d'une revalorisation du travail de l'enseignant, qui a été trop dévalorisé au cours des dernières décennies. Revalorisation à la fois salariale, c'est indispensable, mais aussi symbolique, au sens où, je crois, notre société, la société française, doit réapprendre à faire confiance à ceux qui ont choisi, au fond, le plus beau métier du monde. Et ça passe aussi par une libération du carcan programmatique qui est imposé en partie par l'éducation nationale à nos enseignants, de manière qu'on leur fasse confiance, dans la mesure où ce sont eux qui sont les mieux placés pour savoir comment transmettre à nos enfants ce dont ils auront besoin pour conduire la France dans l'avenir. Je propose de réformer la gouvernance de nos entreprises. Pourquoi ? Parce que nos entreprises, c'est le cœur de la fabrique sociale en France. Également parce que, par exemple, une simple réforme fiscale ne ferait qu'agir sur la redistribution secondaire des revenus, alors qu'il faut agir sur la distribution primaire, si nous voulons avancer vers une société égalitaire capable de mettre en œuvre la reconstruction écologique, par exemple. Et aussi parce que, nous l'avons vu avec l'exemple d'Emmanuel Faber et d'Isabelle Kocher, respectivement chez Danone et Engie, il importe aujourd'hui de protéger notre tissu industriel, aussi bien les salariés que les cadres, disons, de la rapacité des fonds spéculatifs qui détiennent des minorités actionnariales dans nos entreprises et, à cause de leurs exigences exorbitantes de rendement sur action, sont capables de détruire nos industries. Alors comment faire ? Je propose de faire avancer le statut de la société à mission, qui n'est pas du tout allé assez loin. La loi Pacte, en fait, est très insuffisante, et également des SCOP, en allant dans la direction d'une société à gouvernance partagée.
Pour faire cela, premièrement, il faut réécrire les articles 1832 et 1833 du Code civil de manière à y introduire le concept de l'entreprise, qui n'existe pas aujourd'hui dans notre Code civil. L'entreprise, ça n'est pas simplement une société de capitaux, c'est un projet commun, partagé, autour duquel se réunissent toutes les parties prenantes de ceux et celles qui veulent contribuer à ce projet d'intérêt collectif. Ensuite, il faut introduire la démocratie dans la gouvernance de l'entreprise et, par exemple, faire en sorte que dans le conseil d'administration puissent siéger à parité aussi bien les représentants des actionnaires que les représentants des salariés, que les représentants de la société civile et des parties prenantes qui entourent le projet collectif dont cette entreprise est la signification. Alors, comment inciter nos entreprises à y parvenir? Il y a 1000 manières de le faire. On peut, par exemple, donner des incitations fiscales. On peut conditionner nos appels d'offres publics au fait que nos entreprises aillent dans le sens de cette gouvernance partagée. Et on peut également, in fine, l'imposer au terme d'un calendrier qui sera négocié avec nos partenaires. Je propose de mettre en œuvre une réforme profonde de l'impôt sur le revenu en France. Les données du problème sont malheureusement assez simples. Les dernières années ont vu un creusement des inégalités majeures entre Françaises et Français qui contribue à la dissolution du lien social et au fait que nos élites aujourd'hui ne se sentent plus partie prenante d'un destin commun avec la nation, mais sont dans une espèce de fuite de Varennes, de sécession à l'égard du reste de la population française. Par exemple, entre 2009 et 2020, les revenus des milliardaires français ont augmenté de plus de 430%, ce qui fait de la France le deuxième pays après la Chine où cette augmentation est la plus élevée sur l'ensemble de la planète. De la même manière, l'impôt sur le revenu français aujourd'hui est devenu extrêmement opaque, au point qu'aucun d'entre nous, en dehors des discussions de café, ne peut discuter véritablement des conséquences d'une réforme de l'impôt. Si je vous dis par exemple, on fusionne la troisième et la quatrième tranche, aucun d'entre vous n'est capable de me dire quel impact ceci aura sur son propre impôt sur le revenu et sur les recettes de l'État. Pour pallier ces différentes difficultés, ce que je propose, c'est de remplacer cet amoncellement de tranches et de niches fiscales par un impôt beaucoup plus simple, où on supprime toutes les niches fiscales et on remplace les tranches par 3 paramètres extrêmement simples. Les paramètres A, B et C. Le paramètre A, c'est le taux d'imposition effectif maximal acquitté par les Français les plus riches. Aujourd'hui, et je suis sûr que la plupart d'entre nous ne le savent pas, ce taux d'imposition effectif, il plafonne à 21%. Autrement dit, Mme Bettencourt paye à peu près le même niveau d'impôt sur le revenu que les classes moyennes et même certaines catégories populaires. Donc on pourrait augmenter, par exemple, le niveau d'imposition effectif de 21 à 45%, ce qui n'aurait absolument rien d'expropriatoire pour les revenus les plus élevés en France. Deuxième paramètre, le paramètre B, c'est le revenu minimal à partir duquel je paye le premier euro d'impôt. Troisième paramètre, le paramètre C, c'est une mesure au fond de la contribution des classes moyennes et des très hauts revenus à l'imposition sur le revenu. Et aujourd'hui, les classes moyennes sont extrêmement sollicitées. Ce que je propose, par conséquent, c'est de choisir un paramètre C qui sollicite bien davantage les très hauts revenus. La conséquence de ce choix des 3 paramètres que je propose, ce serait que, en gros, jusqu'à 6 000 € de revenus mensuels, vos impôts diminueraient. À partir de 6 000 €, ils commenceraient à augmenter relativement par rapport à l'imposition actuelle. Et à partir de 10 000 € de revenus mensuels, alors là, ils augmenteraient de manière substantielle. La conséquence de ceci, ce serait un impôt continu, plus d'effet de seuil autour des tranches, un impôt progressif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en France, et un impôt beaucoup plus juste et transparent, qui en plus, cerise sur le gâteau, permettrait d'augmenter les recettes fiscales et à l'État de gagner entre 20 et 30 milliards d'euros de plus chaque année pour financer notamment la rénovation thermique des bâtiments en France. Je propose d'investir 20 milliards d'euros chaque année dans la rénovation thermique des bâtiments en France. Les données du problème sont malheureusement assez simples. 60% de l'énergie qui est utilisée en France pour le logement provient de combustibles fossiles, sans parler des fluorocarbures. Et les logements constituent en France aujourd'hui 26% des sources d'émissions de CO2 dans notre pays. Et c'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre après la mobilité. Si nous voulons engager la reconstruction écologique de notre pays, la rénovation thermique des bâtiments est donc une priorité. L'État français s'est donné des objectifs extrêmement ambitieux. Rénover d'ici 2025, c'est-à-dire après-demain, les 4,8 millions de passoires thermiques, de logements extrêmement énergivores que nous avons en France et qui sont majoritairement occupés par des classes moyennes et des catégories populaires. Mais au-delà de cette ambition, l'État français aujourd'hui ne se donne absolument pas les moyens de le mettre en œuvre, puisqu'il investit seulement 3-4 milliards d'euros par an, plus 1 ou 2 milliards en temps d'urgence pour cela.
Or, c'est assez clair qu'il faut au moins 20 milliards par an. Donc ce que je propose, c'est que nous prenions au sérieux nos propres engagements et que nous trouvions l'argent, j'expliquerai comment le faire dans une autre proposition, pour rénover thermiquement ces bâtiments. Ce sera un moyen de revitaliser un certain nombre de nos agglomérations, de leur redonner de l'intérêt, y compris commercial, et puis de permettre aux catégories populaires de se loger de manière beaucoup plus décente. Je propose la création d'une banque publique de l'eau. Le diagnostic sous-jacent, c'est qu'en France aujourd'hui, la vétusté de nos installations d'adduction d'eau potable, en particulier en milieu rural, fait qu'entre 20 et 40% de l'eau est perdue lors de la phase d'adduction. Ceci est particulièrement dommageable dans un contexte où, avec le réchauffement climatique, il est vraisemblable, malheureusement, que d'ici 2040, c'est-à-dire dans moins de 20 ans aujourd'hui, nous perdions par ailleurs jusqu'à entre 20 et 40% de l'accès à l'eau potable en France. La situation est bien plus dramatique encore en Espagne et en Italie, mais nous ne sommes pas épargnés, nous aussi les Français, par les conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Si nous voulons que la complainte de nos agriculteurs en particulier ne devienne pas une antienne récurrente, il est extrêmement important aujourd'hui de rénover nos installations d'adduction d'eau potable en France, en particulier en milieu rural. J'estime que le coût de cette rénovation s'élève probablement autour de 35 milliards d'euros. Comment le financer et comment le faire ? L'idée, c'est de créer une banque publique de l'eau qui va permettre que l'eau paye l'eau. Comment faire ceci ? Cette banque va accorder des prêts nécessaires, notamment aux agences de l'eau, pour qu'on puisse financer la rénovation des installations d'adduction d'eau potable en France. Et par ailleurs, elle va elle-même se rembourser grâce à une réforme du tarif de l'eau qui sera de telle sorte que les premiers mètres cubes que chacun d'entre nous va consommer seront gratuits, ou quasiment gratuits. Et puis, pour ceux et celles qui changent 2 fois l'eau de leur piscine du côté de Nice, par exemple, chaque semaine, eh bien là, par contre, le coût du mètre cube sera extrêmement élevé, de manière que les plus hauts revenus en France financent les prêts accordés par la Banque publique de l'eau. Le business model, comme on dirait en français, le modèle d'affaires de cette banque existe, il tourne. Nous pouvons la mettre en œuvre demain matin. Il faut évidemment faire en sorte qu'elle ne soit pas émasculée, si je puis dire, comme l'a été la BPI en France, comme l'est la BEI au niveau européen, par la présomption qu'elle ne pourrait opérer que si le secteur privé opère à ses côtés. Il faut pouvoir libérer la puissance publique de cette contrainte et faire en sorte que la Banque publique de l'eau, aujourd'hui, nous permette d'assurer le service public élémentaire qui est l'accès à l'eau potable pour tous dans notre pays au cours des prochaines décennies. Je propose le lancement d'un embryon de 5e branche de la sécurité sociale qui serait destinée à une sécurité sociale alimentaire. Pourquoi ? Aujourd'hui en France, nous avons probablement autour de 10 millions de personnes, 10 millions de Françaises et de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui ont du mal à se nourrir et qui sont obligés de terminer leur mois à l'épicerie solidaire. Ce que je propose, c'est que cet embryon de sécurité sociale alimentaire distribue à chacun de ces 10 millions de Françaises et de Français un chèque, l'équivalent d'un chèque restaurant, de 150 € par mois pour subvenir à leurs premiers besoins alimentaires. Les sources alimentaires qui seraient privilégiées pour leur permettre de se nourrir seraient l'agriculture biologique, évidemment, et l'agriculture de proximité. Ceci permettrait d'éradiquer la faim dans notre pays pour un coût de 1,5 milliard d'euros par an qui serait très largement compensé par les gains auprès de la sécurité sociale rendus possibles par la diminution des coûts en termes de santé et d'espérance de vie pour ceux qui bénéficieraient de cette sécurité alimentaire. Je propose de nous donner les moyens de l'investissement public en France pour mettre en œuvre la reconstruction écologique de notre pays par la réforme des institutions communautaires européennes. Cette proposition s'inscrit dans un vaste débat que nous n'avons pas aujourd'hui, alors que nous devrions l'avoir, dans la mesure où 80% du droit en France aujourd'hui qui s'impose à nous est construit à Bruxelles et non plus à Paris. Ce débat, c'est le suivant. Nous voulons un vrai projet européen, un projet politique européen, et nous sommes coincés aujourd'hui par le rétrécissement du débat politique entre voulez-vous de cette Europe-là ou êtes-vous contre l'Europe ? Nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes pour l'Europe, mais pas pour cette Europe-ci. Comment réformer les institutions communautaires européennes ? Je crois que le plus urgent, et c'est ma proposition, c'est de réformer le statut de la Banque centrale européenne, de manière que celle-ci puisse mettre en œuvre une politique monétaire qui permette de financer la reconstruction écologique en France et dans l'ensemble de la zone euro. Pour cela, il faut reconstruire la jambe politique que l'équipe Delors dans les années 90 a renoncé à construire, de manière que la Banque centrale européenne rende compte de ce qu'elle fait devant des représentants politiques
de la population européenne. Pour cela, nous pourrions exiger qu'au sein du Parlement européen soit constitué un panel avec à parité des membres du Parlement européen et des représentants de la société civile, auprès de qui la Banque centrale européenne rendrait compte de sa politique monétaire. Car vous savez que la BCE échoue depuis plus de 5 ans dans son mandat principal, qui est de maintenir un taux d'inflation annuel en France proche de 2%. Et par ailleurs, la BCE ne rend pas compte d'un certain nombre de décisions hautement politiques qu'elle a pu prendre, notamment dans le cadre de la crise de la dette publique grecque. Alors, cette réforme des institutions européennes, à mon sens, doit s'inscrire dans une proposition de réforme qui serait portée par la France, plus ambitieuse encore, qui consisterait à construire un véritable trésor européen sur la base de l'embryon qui a été initié l'an dernier grâce à l'émission, pour la première fois, d'une dette communautaire européenne. La gestion de cette dette communautaire européenne doit pouvoir se faire grâce à de nouvelles recettes fiscales qui doivent pouvoir être gérées, et pour ça, il nous faut un trésor européen. Et donc ça, c'est le commencement du début d'un véritable gouvernement européen qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, je propose que la France porte ce projet auprès de nos partenaires européens, en particulier auprès de nos amis allemands, et fasse en sorte qu'on puisse le décliner dans les années qui viennent. À l'intérieur de ce projet, il faut évidemment réintroduire la démocratie au sein de nos institutions européennes. Pour ce faire, réintroduire la transparence dans les débats du Conseil de l'Europe. Vous avez certainement vu à travers les dénonciations de l'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, comment l'opacité de ces débats a rendu possible une gestion de la crise grecque qui était aux antipodes de ce que voulait le peuple européen. Et par ailleurs, il faut retirer des mains de la Commission européenne le pouvoir d'initiative législative. Il n'y a aucune raison qu'un corps purement administratif puisse disposer de ce pouvoir d'initiative. L'initiative de la loi en Europe doit revenir au Parlement qui représente les peuples européens. Ceci ne se fera pas en 3 jours, mais je propose que la France soit porteuse aujourd'hui d'un véritable projet de réforme de la communauté européenne, de manière à y réintroduire la démocratie, le financement possible de la transition écologique et, au fond, de manière à sauver la zone euro. Car si nous ne faisons pas ces réformes aujourd'hui, il y a fort à parier que les bousculements dont nous allons être les témoins dans les années qui viennent provoquent jusqu'à la dissolution de la zone euro. Je propose la mise en place d'une suite numérique à l'échelle européenne qui garantisse l'autonomie de notre continent, en particulier à l'égard de nos partenaires et concurrents américains. On ne peut pas se satisfaire du fait que tout le monde, en France en particulier, dépende d'un certain nombre de suites numériques américaines, Google Drive, Microsoft, etc. Et j'entends même dire que, y compris nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dépendent de ce type de logiciel dont nous ne maîtrisons pas la totalité. Alors, pour ce faire, il faut lancer, donc, disons, un grand projet d'open source, de logiciels libres qui permettent la connectivité de l'ensemble des suites numériques dont nous avons besoin et qui soient européens, de manière que nous garantissions notre autonomie à la fois vis-à-vis des Américains et des propositions qui nous seront faites tôt ou tard par nos autres partenaires et concurrents chinois. Le coût de cette proposition pourrait être retiré du calcul de la dette publique maastrichtien. Vous savez que depuis, à cause de l'article 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, nous sommes tenus a priori de faire en sorte que le déficit public français soit inférieur à 3% du PIB. Je propose par ailleurs que pour un certain nombre d'investissements de long terme, indispensables à l'autonomie stratégique de notre continent et de chacun des pays de l'Europe, nous puissions retirer du calcul de ces 3% le coût de ces investissements stratégiques de long terme, évidemment ceux qui ont trait à la reconstruction écologique de notre pays, mais aussi à l'autonomie stratégique digitale, numérique de notre continent. Et donc le coût de cette suite numérique européenne serait retiré du calcul maastrichtien des 3% pour ce qui est du déficit public et des 60% pour ce qui est de la dette publique. Cette suite numérique européenne serait aussi un moyen de limiter la fuite des cerveaux français du côté de la Silicon Valley ou de ce que la Chine construira d'analogue dans les années qui viennent. Parce qu'il faut que nous gardions nos meilleurs cerveaux pour garantir cette autonomie numérique en France. Je propose d'introduire en France un service national universel. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, à mon avis, que nous assistons dans la société française aujourd'hui à une archipélisation, c'est-à-dire en fait une dissolution du lien social qui fait que chacun ne se reconnaît plus dans la République, mais dans sa petite communauté, sa famille, son clan, son quartier, voire l'étage de son immeuble. Pour redonner un sens, au fond, à la nation, qui est en réalité un concept de gauche au XIXe siècle, je crois qu'il est très utile de penser à la réintroduction d'un service national universel.
qui pourrait aussi bien être un service militaire qu'un service civil, les tâches civiles pouvant être dédiées par exemple aux tâches d'utilité publique liées à la reconstruction écologique de notre pays. La principale difficulté, c'est que les 800 000 jeunes qui arrivent chaque année, qui seront des candidats à ce service national universel, nous n'aurons pas les moyens dans les premières années de les absorber tous. Donc, je propose d'avancer sur un chemin qui permette, in fine, d'atteindre ce service national universel, en commençant par un service national volontaire, sur la base du volontariat des unes et des uns qui auront envie de s'engager pour leur pays, aussi bien du côté d'un service militaire que d'un service civil. Et puis petit à petit, lorsque nous en aurons les capacités, nous rendrons ce service national obligatoire pour tous, de manière aussi à surmonter, je crois, la grande tentation d'une partie de nos élites, qui est ce que j'appelle la fuite de Varennes, c'est-à-dire une sécession à l'égard du reste du peuple français, de la part de celles et ceux qui croient davantage au cosmopolitisme financier international qu'à la communauté de destin entre nous sur l'Hexagone. Je propose le lancement d'un programme pour la défense française destiné à nous doter d'un gros porteur dont nous ne disposons pas aujourd'hui. Pour une opération militaire comme l'opération Barkhane, qui est absolument essentielle au maintien de la stabilité dans la zone du Sahel, le comble, c'est que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir recours à des gros porteurs soviétiques qui nous sont prêtés par l'Ukraine et la Russie, ce qui est absolument intolérable pour l'autonomie stratégique militaire de la France. Nous doter d'un vrai programme de gros porteurs français qui irait beaucoup plus loin que l'A400M moyen porteur dont nous disposons aujourd'hui, dont il faut par ailleurs augmenter la flotte, ça signifierait à la fois une plus grande autonomie pour la défense française et aussi des capacités d'action et de déploiement pour des opérations humanitaires beaucoup plus significatives que ce dont nous disposons aujourd'hui. Ceci est absolument essentiel, en particulier dans le contexte qui va être le nôtre au cours des prochaines années et décennies, en particulier celui d'une nouvelle guerre froide États-Unis-Chine, qui va se concrétiser par probablement des conflits locaux, régionaux, de plus en plus nombreux dans un certain nombre de zones qui sont stratégiques pour nous, notamment l'Afrique et le Moyen-Orient. La deuxième et dernière proposition que je souhaite soumettre au fond à la délibération collective pour cette campagne d'élection présidentielle en France, c'est la suivante, c'est la création d'un poste de rapporteur citoyen. Le diagnostic sous-jacent, c'est que nous sommes aujourd'hui en France dans une espèce de crise de la représentation politique, au sens où une bonne partie d'entre nous, en partie à juste titre d'ailleurs, ne s'estiment pas réellement représentés par ceux dont c'est la mission, aussi bien les députés à l'Assemblée nationale que les sénateurs au Sénat, que les présidents de région dans les régions, etc. L'idée, c'est que on autoriserait, à chaque fois qu'il y a un projet de loi qui est discuté au Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, on permettrait qu'un rapporteur citoyen soit la voix des citoyens et soumette à la délibération parlementaire un projet d'amendement de loi par rapport auquel, à la fois le gouvernement et les parlementaires seraient contraints de devoir s'expliquer. Soit ils acceptent cet amendement, tant mieux, soit ils le rejettent, mais dans ce cas-là, ils doivent se justifier devant l'ensemble de la nation. Comment est-ce que les citoyens pourraient accéder aux rapporteurs citoyens et donc s'approprier au fond la délibération démocratique? Il y aurait deux canaux. Le premier, ce serait le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Dès lors que le CESE s'auto-saisirait et que la majorité citoyenne du CESE voterait cet amendement, alors le rapporteur citoyen serait tenu de présenter cet amendement au Parlement. Et puis, le deuxième canal, ce serait tout simplement une initiative citoyenne. À partir du moment où elle recueillerait au moins 50 000 signatures, ce qui n'est pas beaucoup, alors le rapporteur citoyen pourrait de nouveau présenter cet amendement au Parlement. Finalement, ce serait une manière de restaurer quelque chose de l'intuition initiale de la démocratie directe dans notre pays, et aussi de prolonger cette très très bonne initiative, le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, qui avait été proposé par les Gilets jaunes et qui tarde beaucoup, malheureusement, à être mis en œuvre.